à la dépendance vis-à-vis du franc CFA? D'abord, comme je vous ai dit, aujourd'hui, regardez en Afrique. Prenez les pays d'Afrique francophone du Nord. Algérie, Maroc, ils ont tous leur souveraineté monétaire. Prenez les pays anglophones, Ghana, Nigeria, Gambie, ils ont tous leur souveraineté monétaire. Prenez les pays lusophones, ils ont tous leur souveraineté monétaire. Aujourd'hui, quelles sont les grandes puissances économiques en Afrique? Nigeria, Égypte. Après, vous avez le Maroc, vous avez l'Algérie, vous avez un certain nombre de pays qui, véritablement, ont pris en main leur destin. Parce que l'un des éléments privilégiés de l'économie, c'est la monnaie. La monnaie est un moyen de financement de l'économie. Et donc, lorsque vous avez le fonds souverain et le levier monétaire, vous avez deux leviers qui vous permettent donc d'injecter des ressources financières dans l'économie et donc d'accélérer. Et vous pouvez jouer sur la parité de la monnaie pour être compétitif au niveau mondial. Et donc cette compétitivité-là, ça vous permet de vendre au meilleur prix à travers le monde. Et en même temps, vous pouvez avoir une monnaie souveraine. Comment on va le mettre en place? Voilà, tout simplement, il y a deux mécanismes. Soit on décide d'avoir notre propre monnaie, mais je crois que ce n'est plus la peine, puisque les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de commun accord de mettre en place l'ECO, qui est une monnaie. Ça a commencé depuis longtemps, c'est arrivé à maturité. Ils avaient créé l'agence monétaire ouest-africaine qui a piloté techniquement la mise en œuvre de l'ECO. C'est une agence qui est au Ghana. Et donc aujourd'hui, tous les textes, toutes les institutions, toute la réglementation a été conçue et le nom de la monnaie a été trouvé qui est l'ECO. Il reste tout simplement que les pays qui sont rattachés monétairement à l'ancienne puissance coloniale annulent leur rattachement et décident de créer, de lancer l'ECO, pour que l'ECO se mette en place. Et donc, cet ECO-là sera soutenu par quoi? Par l'or. Les premiers producteurs d'or en Afrique, vous savez, ça se trouve en Afrique de l'Ouest. Par le cacao, par le pétrole, par toutes les matières premières qui de plus en plus vont revenir d'une manière souveraine aux opérateurs nationaux. Et donc on aura suffisamment de réserves, non seulement en or, mais de réserves en devises pour avoir une monnaie très forte. Et vous allez accélérer donc la mise en œuvre? Et donc moi, mon rôle en tant que... Parce que, imaginez-vous, la zone de libre-échange qui est aujourd'hui en chantier était lancée en même temps, devait être lancée en même temps que l'ECO. Mais qu'est-ce qui a freiné? C'est la Côte d'Ivoire qui a freiné. À cause des accords monétaires que la Côte d'Ivoire avait avec l'ancienne puissance coloniale. Et donc, ce frère-là, demain, si je suis chef de l'État, ça saute. Parce que pour moi, l'une des premières décisions, c'est d'annuler ces accords-là et d'accélérer la mise en œuvre de l'ECO. Mais vous savez, et donc, ça va mettre fin ainsi à la dépendance monétaire a des implications pratiques, des implications très pratiques, des risques sur le plan économique. Le seul risque, c'est que si vous n'avez pas de réserve, vous prenez des risques. Si vous n'avez pas de réserve pour soutenir votre monnaie, parce que la monnaie, c'est la mesure. Mais ça mesure quoi? Ça mesure ce que vous avez. Si vous avez suffisamment d'or, votre monnaie, l'or même, c'est de la monnaie. Donc, à la limite même, je vais dire, vous indexez votre monnaie sur l'or, eh bien, cela veut donc dire que quand vous serez au pouvoir, quand vous prendrez les rênes de la Côte d'Ivoire, il y aura donc un temps pour la mise en place de ce... Ah oui, le renforcement un temps, c'est pas un coup de bâton. Pas demain la veille. Non, il faut d'abord qu'on fasse une réunion des chefs d'État, qu'on soit tous d'accord, et que ceux qui sont rattachés à l'ancienne puissance coloniale annulent leurs accords monétaires, et puis qu'ensemble, on décide de lancer l'ECO. Mais ça, je vais dire que c'est purement technique. En matière de technicité, la Côte d'Ivoire, l'Afrique n'a plus d'inquiétude à se faire. On a les techniciens nécessaires pour gérer une monnaie. D'accord. La preuve, c'est que la BCEAO est gérée par des Ivoiriens. C'est eux qui gèrent, tout simplement parce que la politique monétaire est décidée depuis Paris. C'est tout, c'est toute la différence.
Mais demain, si la politique monétaire est décidée ici, eh bien, ce serait les mêmes compétences-là qui vont gérer. On ne va pas les fabriquer des extraterrestres. Un peu plus que donc vous restez dans l'éco, c'était pas, en tout cas à mon niveau, pas très bien clair dans vos opérations stratégiques. On avait l'impression que vous voulez créer une monnaie et ensuite l'éco. Bon, on comprend ce soir que ce n'est pas le cas. Mais je revenais sur la souveraineté monétaire. Dans l'opération stratégique 3, vous proposez une consultation démocratique pour faire adopter une loi sur la réforme du secteur financier. Quand on sait que la zone UEMOA aussi a des limitations, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il veut qu'on sorte de l'UEMOA? Comment vous allez faire? On a une loi sur la réforme la loi sur la souveraineté financière. On a l'UEMOA qui aussi a ses limitations dans cet exercice. Comment on fait? L'UEMOA, c'est la zone franc. C'est les accords monétaires entre la France et l'Afrique, ces anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, le seul pays qui freine, c'est la Côte d'Ivoire. L'UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, le seul pays qui a eu des excédents structurels pendant des années et qui a permis de soutenir le franc CFA, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire va sortir de là, tous les autres pays vont suivre. Parce que les réserves, pendant plusieurs années, il y a beaucoup de pays de la zone UEMOA qui étaient déficitaires au niveau de la balance. La Côte d'Ivoire va sortir de l'UEMOA, c'est ce que vous dites ce soir? Non, je dis que l'UEMOA, tous les pays membres de l'UEMOA vont rejoindre une nouvelle organisation monétaire qu'on appelle l'ECO. Et donc, si vous voulez, c'est l'UEMOA qui prend sa souveraineté et qui s'élargit pour donner l'ECO. Et l'ECO sera une monnaie souveraine, indépendante des anciennes puissances coloniales et va fonctionner comme toutes les monnaies indépendantes du monde. Alors, monsieur Awadomelo, on va donc... je vais dire que notre chance, c'est que depuis les années 73, c'est des dossiers qui sont étudiés par les Africains eux-mêmes et qui, aujourd'hui, c'est des dossiers qui sont arrivés à maturité. Il suffit tout simplement que les politiciens décident. Bien. Et moi, je viendrai pour décider. Est-ce que les autres pays sont d'accord avec vous dans cette décision? Qu'est-ce qui reste? À part la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui reste? L'ECO, tout le monde était d'accord. Hein. La réunion a eu lieu à Niamey. Tout le monde était d'accord. Il n'y avait que la Côte d'Ivoire qui n'était pas d'accord. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire accède à la souveraineté pour que les autres... Monsieur Awadomelo, rapidement, s'il vous plaît, on va voir ensemble comment vos propositions peuvent se traduire en solutions concrètes et rapides pour la population. La souveraineté monétaire, économique et tout cela, mais il y a aussi la souveraineté sociale. Alors, exactement. Voilà. Comment donc mettre en pratique tout ce que vous faites comme réforme pour que l'Ivoirien sente cela dans son pouvoir d'achat, dans peut-être la santé, dans l'éducation, dans l'eau, dans l'électricité, dans l'emploi des jeunes. Alors, dites-nous aujourd'hui comment l'Ivoirien peut s'en sortir avec toutes ces réformes-là? Comment ça va se faire? Ben, ça va se faire aussi simplement. Le développement industriel, ce serait l'œuvre des capitaines d'industrie ivoiriens qui vont employer les jeunes talents qui sortent de nos écoles. Et parce que la souveraineté a deux dimensions. Une dimension collective, une dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est que chaque individu doit être capable de se prendre en charge et non dépendre d'autrui. Et donc, cette prise en charge-là peut se faire de deux façons. Soit vous êtes un capitaine d'entreprise, vous prenez en charge, ou bien vous êtes un salarié bien rémunéré et d'une manière durable. Vous êtes souverain, socialement. Et donc, cette souveraineté va vous permettre de payer vos cotisations sociales. Et vous aurez accès donc à la santé pour tous. Vous aurez accès à des plans épargne logement qui vous permettront d'accéder au logement et vous aurez accès à des prêts qui vous permettent de mieux prendre en charge la vie. Certains observateurs pensent que c'est vrai que votre approche de planification, d'expertise reste rigoureuse. Voilà, mais certains l'aperçoivent comme déconnectée des réalités des Ivoiriens. Comment la femme qui vend de la banane braisée, donc la banane qui est cuite sur le grill, comment va-t-elle sentir
les réformes que vous... C'est la question, en fait. Aujourd'hui, Bien, et c'est cette femme-là qui a une carte d'électeur. Ce sont les Ivoiriens qui vont voter pour vous. Alors, toutes ces réformes, je vous pose la question, toutes ces réformes-là, comment l'Ivoirien va sentir cela concrètement dans sa vie au quotidien sans se retrouver désemparé? Posez la question, je vais vous répondre. Vous savez, l'économie informelle est aujourd'hui dans la rue. Dans la rue. Vous allez sur les trottoirs, vous les voyez, crier à locaux, faire son petit commerce, tablier, etc., etc. C'est dans la rue. C'est une économie de type sauvage. Dans chaque quartier, il faut ce que j'ai appelé un village économique, avec des cases économiques à l'intérieur qui va abriter cette économie de la rue. Et ça sera l'œuvre. Je veux dire, c'est comme les habitats sociaux. Hein. On construit des habitats sociaux, on loge des socialement faibles dans ces habitats-là. De même qu'il y a des habitats sociaux, il y aura des villages économiques qui seront destinés à ces petits opérateurs-là qui vont rentrer dans la formalisation de leur économie en tant qu'entrepreneurs ayant accès au crédit. Et c'est comme ça que ces villages économiques seront des incubateurs de PME. Arado Bello, c'est important pour nous de comprendre. Je vais partir sur l'exemple de la vendeuse de bananes de façon concrète. Village économique, ça semble lointain, ça semble vaste pour nous. De façon concrète, je suis une vendeuse de bananes braisées. Je suis dans la rue, comme vous dites. Cette économie, elle est sauvage, elle est dans la rue. Comment j'intègre le village économique? Il faut formaliser. On commence par quoi? On commence par quoi? On accompagne comment? Il faut formaliser. C'est-à-dire? Aujourd'hui, par exemple, il y a des centres de gestion agréés. Ces centres de gestion agréés-là, c'est l'embryon de ce que j'appelle les villages économiques. Ces centres de gestion agréés ont pour rôle d'identifier tous ces opérateurs-là, de les formaliser, c'est-à-dire un registre de commerce, et de les assister pour avoir une petite comptabilité, pour qu'on trace les recettes et les dépenses. Ouvrir leur compte pour qu'ils aient accès au crédit, avec un système de garantie de financement. Voilà comment la micro-entreprise peut évoluer avec l'accompagnement de l'État en PME. De PME en grande entreprise et de grande entreprise à un champion. Comment on intègre la fiscalité à ce niveau-là? La fiscalité, justement, sera, puisque c'est formalisé, il y aura des formes de fiscalité et qu'on va fixer en accord avec l'ensemble, puisque les filières seront organisées. Si vous êtes producteur d'alocos, il y aura la filière alocos. Eh bien, qu'est-ce qui est supportable? Parce qu'il ne faut pas écraser ces producteurs-là par la fiscalité. C'est justement ça ma question. Comment on fait en sorte que la fiscalité... Dans un premier temps, ils resteront comme tels, c'est-à-dire... Tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires identifiable, clairement identifié, et que vous ne faites pas de recettes supérieures à vos dépenses, eh bien, vous ne payez pas d'impôts. Vous êtes défiscalisé. C'est comme les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire. Souvent, ils ont 5 années d'amnistie fiscale. Ou pendant 5 ans, ils ne payent rien. En Côte d'Ivoire, on constate que pratiquement 70% des entreprises qui naissent périssent. Tout simplement à cause de l'agression fiscale. Et donc, pour que ces micro-entreprises-là survivent, il faut dans un premier temps leur accorder une période où ils ne payent pas d'impôts, comme ils sont dans le secteur informel. Mais nous les accompagnons pour qu'ils aient une comptabilité. Et progressivement, eh bien, le code d'investissement lié au village économique va prévoir à quel moment précis vous êtes redevable vis-à-vis de l'État. C'est comme si on vous a accompagné, maintenant vous devez rembourser. Ce n'est que justice. Ça permet donc d'asseoir une fiscalité, soit sous forme de TVA, soit sous forme d'impôt unique, parce qu'il ne faut pas mélanger avec toute cette armada d'impôts pour compliquer leur existence. Vous imposez un taux unique, supportable par les recettes de l'entreprise. Et puis c'est comme ça que vous accompagnez les entreprises. La souveraineté telle que vous l'envisagez, moi j'ai bien peur, parce que qui dit souveraineté parle de rupture, et toute rupture laisse forcément des séquelles. Rompre avec les puissances occidentales, fermer tous les robinets, vous allez gouverner
aussi facilement? Vous ne craignez pas des risques, des représailles? Vous étiez enfant, votre papa vous nourrissait, vous envoyez à l'école, vous avez un emploi, vous allez continuer à vivre chez votre papa. C'est ça la souveraineté, ce n'est rien d'autre que ça. On était sous tutelle, comme je vous dis, on a rétrocédé à l'ancienne puissance beaucoup de pans de notre économie. On est devenu adulte, c'est-à-dire on est capable de se prendre en charge. Pourquoi rester chez papa? Va prendre ta maison et vis selon à tes risques et périls. C'est ça, prendre ses responsabilités. Et donc la Côte d'Ivoire a eu suffisamment de cadres et de compétences. Moi qui vous parle, je ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que je ne suis pas compétent après avoir géré 10 ans le BEDET. Je ne travaille pas. Donc ça veut dire que les cadres comme moi, il y en a beaucoup qui sont capables de prendre en main le destin de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Non, je ne suis pas là. Je travaille à Moscou. Donc je ne suis pas à la recherche d'un emploi. Donc, est-ce que vous avez dit je ne travaille pas en Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais bien, avec toute l'expérience que j'ai accumulée, on va donc évoluer. J'aimerais bien servir mon pays. C'est pour ça que je suis candidat. Juste question de compréhension, monsieur le candidat. Est-ce que la souveraineté telle que vous envisagez ne ressemble pas un peu au nationalisme dans un monde un peu plus ouvert? Non, non, non. La souveraineté, la France est souveraine, elle n'est pas nationaliste. Les États-Unis sont un État souverain, ils ne sont pas nationalistes. Je peux vous citer des exemples d'États souverains. C'est la responsabilité de se prendre en charge et de tracer son propre destin sans qu'on dicte son destin. Aujourd'hui, notre destin est dicté par les bailleurs de fonds parce que c'est eux qui financent notre développement. Et donc, lorsque vous êtes dans une telle situation, vous n'êtes pas souverain. Ce que je souhaite, c'est justement de mettre en place un fonds souverain pour se déconnecter de ces bailleurs de fonds, pour que nous dictons à nous-mêmes le destin, le chemin que nous allons emprunter. Est-ce qu'on a peur de se prendre en charge? Ne soyons pas l'esclave qui, une fois libéré, veut retourner chez son maître. Monsieur Awadou Melo, on va y revenir. Nous sommes capables de prendre. On va y revenir. Alors, et donc, nous n'avons pas envie de retourner chez notre. Eh bien, mesdames et messieurs. C'est pas du nationalisme, c'est de la. Monsieur Awadou Melo, on va y revenir. Vous êtes lancé, on va y revenir. Pardonnez-moi de vous interrompre. D'évoluer dans le discours, dans votre discours électoral pour